L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'après-ski avec deux invités de marque aujourd'hui, puisque j'ai la chance d'avoir sur ce plateau avec moi Daniel Yule et Matteo Joris, son entraîneur. Salut messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus après ce week-end chargé à Kranjska Gora. J'espère que vous slalomerez aussi bien entre les questions qu'entre les piquets, bien évidemment, aujourd'hui. Et avant toute chose, on va revenir un petit peu sur ce week-end de Coupe du Monde, notamment dans le Val di Fassa pour les filles, avec 3 courses ce week-end. C'était assez compliqué du côté suisse, c'était beaucoup mieux du côté italien avec notamment le doublé de Laura Pirovano, le podium pour Corinne Souter, un nouveau podium, et puis côté suisse on va peut-être retenir la 6e place de Mallory Blanc en Super G, et puis la 10e place de Stéphanie Grob qui confirme enfin au plus haut niveau. Voilà, on sait que c'est pas forcément simple, la relève suisse en vitesse chez les dames. Un petit mot là-dessus pour vous. Est-ce que vous voyez Mallory Blanc comme vraiment cette leader qu'on attendait? Et puis derrière, ça commence à venir. Peut-être Matteo, pour commencer. Je pense qu'elle a fait voir qu'elle a la capacité d'être là devant. Il faut lui donner du temps. La vitesse surtout, il faut prendre du temps. La confiance, elle vient course par course. Le plus important, c'est pas se blesser jeune. Et ça, je trouve qu'elle a une bonne maturité pour faire ça. À Crans-Montana, il a gagné... je devrais dire très bien, et là on a vu quand même qu'il a les capacités d'être là. Je pense que sur d'autres pistes il doit encore trouver un peu la confiance, mais je suis sûr que c'est le futur du ski suisse. Daniel, tu as eu l'occasion un petit peu de la côtoyer, Mallory Blanc déjà, et de voir un petit peu ce que ça peut donner dans le futur. Oui, bien sûr, en tout cas elle a vraiment bien la tête sur les épaules, et puis je pense qu'il n'y a pas besoin de parler trop du futur. Elle a déjà une victoire en Coupe du Monde, un podium. Je pense qu'on peut déjà très clairement parler du présent même du ski suisse. Et puis, je pense qu'il faut juste qu'elle continue comme ça. En tout cas, elle a vraiment l'air de faire les choses justes. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Il risque d'y avoir aussi un petit trou générationnel en slalom de votre côté. Mais là... voilà, on sait qu'avec la retraite qui se profile de Lara Gutberami, de Michel Guizine, dans un futur un petit peu plus lointain peut-être de Wendy Holdener, de Corinne Souter, ça va être dur côté féminin. C'est difficile de juger, ça peut aller très vite aussi. Je pense on le voit bien avec une Camille. Une Camille, elle était déjà annoncée, je pense, il y a 10 ans en arrière comme un grand espoir. Après, ça a pris un petit peu de temps et puis maintenant, elle enchaîne les podiums. Et d'un autre côté, des fois, ça peut aller vraiment très vite, comme on l'a vu avec Mallory. Donc, c'est difficile à juger. Mais après, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des rôles importants, je dirais, à prendre. Parce que c'est sûr que de suivre dans les traces de Corinne Souter ou Lara Gutberami, Wendy Holdener, c'est pas une chose facile. Allez, on va aussi parler un petit peu du côté masculin. Kranjska Gora, on le disait en Slovénie ce week-end, avec du côté du géant, la 2e place de Loïc Meillard. Derrière, j'ai envie de dire l'intouchable Lucas Pinheiro Bratton ce week-end. Matteo, Loïc, il confirme vraiment qu'il est en grande forme une nouvelle fois dans cette fin de saison. Oui, comme tu dis, en fin de saison, il arrive toujours là. Je pense que c'est un des neiges qu'il les sent très bien. Et aussi après les jeux qu'il a fait, il est relâché et il skie vraiment pour le plaisir. On a vu un géant, il a fait le résultat. En slalom, il était aussi parti pour aller chercher vraiment la gagne cette fois. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu partir comme ça. C'est beau de le voir comme ça, de prendre des risques. Il est sorti, mais la forme, elle est vraiment là maintenant. On va en reparler évidemment de ce slalom. Daniel, peut-être un petit mot sur la
contre-performance, on va dire, de Marco Odermatt, qui, voilà, on va revenir le Brésilien sur lui au classement du géant. Est-ce que le globe peut vraiment lui échapper ? Alors oui, c'est sûr que c'est une possibilité. Après, on parle de contre-performance de Marco Odermatt et il finit 5e. Il n'est pas non plus à des années-lumière du podium, donc je pense quand même que... À mon avis, c'est quand même lui qui va finir la saison avec le globe de cristal. Mais c'est sûr que ça rend, en tout cas, pour nous les spectateurs, la course des finales à Fiel bien plus intéressante en géant. En tout cas, on se réjouit de vivre ces courses, des finales qui auront lieu, on le rappelle, autour de Lillehammer, à Akvitfjell pour la vitesse et à Fiel pour la technique. Et puisqu'il n'y a pas que les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde dans la vie, je vous propose également de faire un petit saut, un petit détour vers les Jeux Paralympiques grâce à un incroyable Robin Kuch. Évidemment, la Suisse vit des super Jeux Olympiques, un super début de Jeux Olympiques, 2 titres, 2 médailles d'or pour le Neuchâtelois en descente, en super G, bien sûr, des joutes très fructueuses jusqu'à maintenant. À Cortina d'Ampezzo. Pour en parler, on a quelqu'un sur place, puisque Johan Tachet est retourné dans les Dolomites pour suivre ses compétitions. Et puis Johan, toi, tu as enfin eu l'occasion de découvrir un petit peu ce que ça vaut de fêter une médaille. Je crois que tu te fous un peu de moi là, Laurent. C'est pas parce que tu en as fait une pétée à Bormio, à Livigno, que moi je peux pas en profiter un peu. J'en ai eu une, ouais, c'est vrai, c'est celle de Camille Rast. Et là, déjà 3 en 3 jours de médailles aux Paralympiques pour l'équipe des Suisses, dont 2 seuls pour Robin Kuch, titré en descente, titré en Super G. Il était favori de la descente puisqu'il dominait le classement de la Coupe du Monde dans la discipline reine. Par contre, en Super G, il faisait partie des outsiders, mais il apprend très volontiers cette médaille d'or. On l'écoute. Une confirmation, mais surtout aussi un peu une surprise. C'est vrai qu'avec une seule victoire en Coupe du Monde en Super G jusqu'ici, un peu une surprise. C'est vrai que je visais le podium quand même, mais surtout après la reconnaissance en ayant vu que c'était un joli tracé. Mais d'ici à la gagner, j'y croyais pas tout à fait. Ça devient lourd. Ça devient effectivement lourd. C'est vrai que je les ai mises juste avant de venir et puis je vais les enlever directement en ayant fini les interviews parce que c'est vrai qu'elles sont assez lourdes. Donc, mais c'est sympa. Elles sont belles. Elles sont belles. Elles représentent pour toi avec tout le recul. Beaucoup de travail. C'est vrai que j'ai l'impression de me répéter un peu, mais tant d'années à cravacher, à être un peu derrière dans le doute et avec les blessures et tout, et finalement réussir à gagner ces médailles, c'est cool. Ouais. Robin qui fait partie des 665 athlètes présents à ces Jeux Paralympiques. Il représente 54 pays. C'est un peu plus petit que les Jeux Olympiques. On a réduit à 3 sites. Il y a le hockey sur glace à Milan et il y a le biathlon, le ski de fond à T0 Val di Fiemme. Tout le reste, c'est ici à Cortina. On a le curling, le snowboard, le ski alpin et surtout, il y a une très bonne ambiance. Il y a presque une meilleure ambiance durant ces Jeux Paralympiques. Il y a toutes les nations qui se côtoient, il y a la fête, les gens qui trinquent ensemble, qui changent des pins entre eux. Franchement, une super ambiance, presque mieux qu'aux Jeux Olympiques. Il me semble que c'était aussi un peu timoré à Bormio lors des Jeux Olympiques chez toi, Laurent. Merci Johan. En effet, on voit que tu te réjouis passablement et que l'ambiance est bonne. C'était un petit peu plus compliqué pendant les Jeux Olympiques. Vous étiez à Bormio, on était tous à Bormio pour ces Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il manquait un petit quelque chose pour rendre l'ambiance assez folle finalement, non ? Je pense que si on demande à Fragno, Loïc ou Tanguy, c'était des très très beaux Jeux Olympiques. Après, par rapport aux ambiances des fois qu'on peut connaître sur la Coupe du Monde, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu moins euphorique, mais je dirais que sachant que le ski alpin était la seule discipline qui allait avoir lieu à Bormio, je dirais qu'on s'y attendait un petit peu. Ouais, Mathéo, tu as quand même eu l'occasion d'aller un petit peu sentir cet esprit olympique ? Oui, je dirais heureusement il y avait la maison suisse et les résultats suisses qui ont animé un peu la station parce qu'autrement il n'y avait pas beaucoup d'autres spectateurs, je dirais. J'ai déjà dit en interview une fois, à mon avis c'était un peu trop cher les tickets et ces Jeux Olympiques ça aurait dû être le but pour faire venir les jeunes un peu vers notre sport. Et là, on ne les a pas fait venir. Il n'y avait pas un jeune d'un ski club à côté de la piste. Et je trouve ça, c'était un peu malheureux, ça. Il aurait pu ouvrir un peu plus pour les jeunes, pour les ski clubs. Ça aurait été une autre ambiance et il aurait été beaucoup meilleur, ça.
Alors l'ambiance justement, elle est meilleure en ce moment à Cortina d'Ampezzo pour ces Paralympiques. Et puis ces résultats de Robin Kuch là avec ses 2 médailles d'or, ça inspire quoi, Daniel? Ah ben c'est sûr qu'en plus on le connaît, Robin. Ça fait vraiment plaisir et je crois que c'est génial pour lui aussi d'avoir maintenant cette reconnaissance, et puis c'est le fruit aussi de beaucoup de travail. On l'a vu avec beaucoup d'émotion, hein, ses larmes après ses victoires, notamment celle en descente, c'était son grand objectif. Pour ces paras, c'est aussi important de réussir à profiter de ces jeux pour se mettre en avant, Matteo. C'est rare pour eux, c'est plus rare que pour vous finalement d'avoir l'occasion d'avoir de la visibilité. Moi, j'ai eu la chance de le connaître à Dobiaco il y a 2 ou 3 ans en arrière, qui s'est entraîné avec nous et m'avait impressionné. Quand même, le focus, et comme il se mettait là, il cherchait le matériel, il testait du tout pour être plus vite sur une jambe et l'autre. Et c'est incroyable. Il a 2 étapes différentes sur les deux skis. Moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Et les Jeux, ça lui rend hommage à tout le travail et les sacrifices qu'ils font. Je pense qu'ils font presque plus que nous oui. Au niveau du travail. Ah, c'est intéressant en tout cas de voir qu'il y a tout ce travail derrière et que voilà, eux aussi ils méritent cette reconnaissance-là. Bon, on va parler un petit peu de ce week-end maintenant, de ce dimanche, avec ce slalom qui n'a pas forcément été celui avec le plus de réussite pour toute l'équipe de Suisse et notamment pour toi, Daniel. Ouais, on t'a vu faire des grands gestes, pas mal déçu après la première manche. Il y a eu une première faute et puis après cette deuxième manche, 23e place au final. T'espérais mieux? Oui, bien sûr. Après, c'était vraiment une course très très serrée. Je finis 23e à une 24 de la victoire. Je pense que si j'ai 3 ou 4 dixièmes de moins, je me retrouve entre la 10e et la 15e place. Et du coup, ça aurait été un résultat respectable. Et puis vraiment, pour moi, je pense que c'est en première manche qu'il y a ces 3-4 dixièmes de trop. Parce qu'au niveau du dossard pour la deuxième manche, ça n'aurait rien changé. Mais j'aurais eu un petit peu plus de marge sur tous les poursuivants, si je peux dire ça comme ça. On reste un petit peu sur notre fin, on est un peu frustré cette saison. Il y a 10 résultats entre la 11e et la 26e place. C'est bon, mais on n'a juste pas cette dernière petite marche qui te permet de jouer tout devant. Tu le ressens aussi comme ça ? Oui, bien sûr, vraiment, c'est frustrant, je pense que c'est le bon mot. Moi, je fais du ski quand même pour plus que ça, j'ai envie de dire. Après, il y a souvent eu des bons secteurs, une faute ici ou là. Vraiment, il manque pas forcément grand-chose pour aller régater tout devant, mais là, vraiment, cette année, j'ai pas réussi à amener 2 manches complètes à l'arrivée encore. Et bon, il reste les finales encore et j'espère que déjà au final, j'arriverai un petit peu à corriger ça. On allait le dire, il y a vraiment eu des très très bons passages avec des très très bons temps. Mathéo, tu confirmes? Il lui manque quoi, Daniel, pour aller tout devant? Moi, je suis le premier qu'après chaque course, je lui ai dit, cette fois, tu as un peu exagéré. C'est normal, lui, il a fait beaucoup des années avec un autre type de matériel. Et avec l'instinct, il vient après beaucoup de répétitions. Et des fois, il arrive encore un peu le vieux rythme de vouloir avoir des réactions comme il faisait avec le ski. On est en train de travailler. Je pense qu'à l'entraînement, il arrive déjà à le faire, à maintenir cette discipline et ce focus. Lui, c'est une bête de course. Il a gagné toutes les courses, pas pour rien. Et des fois, on doit le calmer, lui dire baisse un peu l'intensité, parce que vraiment, il doit se comporter un peu différemment avec ses skis. Et comme j'ai dit, à l'entraînement, il le fait. En course, pas encore tout le temps. On est en progression. Moi, je suis sûr qu'il va revenir là-devant. Comme tu as dit, c'était toujours resté sa carrière comme ça, entre 10 et 20. Et après, il a aussi fait entre 1er et 10. Moi, je suis sûr que l'année prochaine, il peut skier là-devant. Ouais, Daniel, ce changement de matériel, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. C'est quelque chose que tu découvrais aussi, finalement, dans ta carrière. Pas simple de découvrir ça à 32 ans, j'imagine. Non, effectivement. Je pense qu'aussi, faut être honnête. Moi, j'espérais que ça irait beaucoup plus vite, en fait, que je m'adapte à ce changement. Après, je pense aussi, on a eu un hiver avec toujours des neiges bien compactes, mais et du coup, en fait, c'était difficile pour moi de trouver vraiment chaque fois les bons réglages parce qu'il y avait des petites nuances ici ou là. Et c'est sûr que je pense, je suis pas sûr que ce soit l'âge vraiment qui joue un grand rôle, mais je dirais plutôt que c'est le fait que j'avais passé 19 ans avec Fischer auparavant, et puis là, de commencer une nouvelle aventure avec Atomic, mais quand même, comme l'a dit Matteo, je remarque
que quand tout va bien et que les choses viennent naturellement, j'arrive à bien skier, mais dès que je suis un petit peu plus nerveux ou en difficulté, c'est un peu les vieux réflexes qui ressortent, et puis c'est sur ça qu'il faut travailler vraiment pour en fait, comme je l'ai dit avant, réussir à faire vraiment 2 manches complètes en course, et puis après je pense qu'il y a encore des bons résultats qui sont jouables. Mathéo, justement, comment on change sa manière de skier? Qu'est-ce que ça change, ce matériel-là? Comment on doit vraiment changer de manière de skier? Daniel est passé entre Fischer et Atomic. On sait que c'est un matériel qui réagit différemment selon les neiges. Il faut complètement s'adapter. Oui, c'est plutôt vraiment une question de rebound du ski. Il y a un ski qui donne un retour et d'autres qui donnent beaucoup plus de retour. Daniel il a touché un argument de la neige. Moi, j'ai tout marqué les dernières 10 années. Quand lui, il a gagné toutes ses courses, il a fait tous ses podiums, il y a une typologie de neige qui fonctionnait super bien avec les skis. Cette année, on a fait presque 80% des courses avec cette neige. On avait vu que c'était les derniers hivers, ils partaient un peu vers le chaud, vers une neige un peu plus vieille. Par exemple, quand Feller il a gagné son globe, le 80% des courses, il était salé. Ça veut dire que c'était un hiver très chaud. Cet hiver, je pense que c'était l'hiver le plus froid des derniers 20 ans. Et du coup, il n'a pas retourné pour son échange, mais on apprend là. Mais comme tu as dit, c'est différent quand même, beaucoup. Et aussi la préparation des pistes qui a un petit peu changé. La FIS a un petit peu changé son fusil d'épaule. On s'adapte plus à la nature. On essaie moins d'avoir des pistes forcément toujours glacées, non, Daniel ? Oui et non, je pense que la FIS a essayé de changer un petit quelque chose. C'était le cas notamment au début de saison. Hein. Voilà, là où elle pouvait, parce qu'après on sait par exemple que pour les courses en Suisse ou même en Autriche, là c'est les organisateurs qui décident, et je dirais que on a trouvé un Kitzbühel comme on a l'habitude d'avoir un Kitzbühel, même chose à Delboden, Wengen ou Schladming, et je pense vraiment que voilà, c'était un petit peu comment dire, une tempête dans un verre d'eau. Je pense qu'on en a beaucoup parlé en début de saison pour pas grand-chose. Et puis, je dirais qu'au fur et à mesure de la saison, les choses sont vite rentrées dans l'ordre. Bon, alors on l'a dit, c'était pas forcément ta meilleure saison sur le circuit. Malgré tout, il y a une qualification pour les Jeux. Il y a eu, il y a cette qualification pour les finales de Coupe du Monde à Affiel. Ces Jeux Olympiques, voilà, on sait que tu as une médaille d'or par équipe aux Jeux. On sait aussi qu'elle n'a pas forcément la plus grande des valeurs. Hein. Pour toi, tu as déjà eu l'occasion d'en parler, mais elle a le mérite d'exister et d'avoir été largement méritée aussi. Il te manque encore celle en individuel. On attend encore pendant 4 ans, du coup. Jamais dire jamais, mais non, je pense que je peux le dire. Je pense que j'ai clos mon chapitre olympique à Bormio. Mais après, qui sait, c'est sûr que je dirais avec la saison dernière et cette saison, des saisons au niveau des résultats qui sont pas forcément les plus satisfaisantes, donc des fois c'est un petit peu plus difficile de trouver la motivation. Si tout venait à changer la saison prochaine, qui sait, peut-être que je me dis que je rempile pour 3 ans, mais je pense que si de manière honnête, le plus probable c'est que je ne sois pas de la partie en France en 2030. Alors tu nous confirmes malgré tout entre les lignes que tu seras là la saison prochaine, c'est déjà une bonne nouvelle, et puis oui. un joli challenge aussi pour continuer cette adaptation à ce nouveau matériel, j'imagine. Mathéo, tu nous confirmes que tu seras là aussi pour les championnats du monde. Là, il y a un joli objectif à aller chercher avec cette équipe de slalom. Oui, moi je me mets toujours des nouvelles pages blanches chaque année. Comme je dis toujours, il faut toujours se remettre en question et retrouver des nouveaux goals et des nouveaux objectifs. Les mondiaux à la maison, c'est quelque chose de super beau. On a écrit l'histoire un petit peu. Je pense que cette année, on a rajouté encore des pages et on veut continuer à l'écrire avec cette équipe. Je pense qu'ils ont encore des cartouches qui peuvent faire voir à tout le monde. Ouais. Bon, messieurs, je vous propose de passer par la publicité. On se retrouve dans quelques instants.
Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. De retour sur le plateau de l'après-ski et vous le voyez, une photo de Daniel Yule lors d'une de ses 3 victoires à Madonna di Campiglio. Ta piste fétiche, on peut le dire, je crois, Daniel. Vous recevez chaque fois un joli pull, c'est une jolie fête à Madonna. T'en as fait quoi de tes 3 pulls ? Alors j'en ai gardé un pour moi, un autre je l'ai offert en cadeau à Matteo et aussi le troisième je l'ai offert à notre physio de l'époque comme cadeau. Ouais, Madonna, c'est vraiment un endroit particulier pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller. Il y a quand même une ambiance un petit peu particulière. Oui, je pense que si on compare par exemple à l'autre slalom nocturne qu'on a dans la saison à Schladming, c'est une ambiance un peu plus intime, c'est quand même moins festif, moins euphorique. Mais moi, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Il y a la piste est juste magnifique dans la forêt éclairée comme ça, et je dirais aussi que c'est vraiment une neige qui m'a toujours bien convenu. On sait que tu es très fort sur les slaloms nocturnes. Mathéo, on se répète, mais il en faudrait plus de ces slaloms nocturnes. C'est vraiment important pour le sport et pour le spectacle. Ouais, je pense que maintenant la FIS est en train de comprendre qu'ils ont besoin des slaloms. J'ai vu le calendrier un peu de l'année prochaine et ça a l'air d'aller un peu dans cette direction. C'est les courses les plus faciles à faire et le monde, il est là à côté à voir. On a des shows incroyables. Je trouve que c'est une discipline qui est en train de devenir vraiment très intéressante à voir à la télé. Tout le monde, il est là. Il y a 30 personnes qui peuvent jouer un podium. La victoire peut-être entre 10 et 15, mais on a vu la dernière course, on avait les 10 en 50 centièmes. Et c'est fou. Oui, c'est la direction ça. Et plus on les fait en nocturne, mieux c'est. Alors on se réjouit de découvrir tout ça la saison prochaine avec des nouvelles stations aussi qui viennent ou qui reviennent au calendrier et plusieurs qui postulent aussi à des courses, on le sait, même en Suisse ou en France dans le futur, et on se réjouit de découvrir tout ça. Mathéo, je voulais aussi revenir, on en parlait de cette équipe de slalom avec les exploits maintenant, il y en a beaucoup qui sont l'œuvre de Loïc Meillard, évidemment, champion du monde, champion olympique, c'est quand même extraordinaire. Oui, lui, je trouve que cette saison aussi, il a été très très fort à rester calme au début de la saison, à maintenir la calme quand les choses n'allaient pas trop bien. Là, il s'est remis au travail, il a fait vraiment des super entraînements pendant l'hiver. Il est arrivé en progression là et je pense qu'il est arrivé en forme au bon moment, comme toujours, comme l'année passée. Et ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas facile de maintenir, quand tu gagnes des médailles, à maintenir encore la concentration et le focus. Il est arrivé le dernier jour sur le slalom, sur d'ailleurs des parcours très difficiles. Il a fait la différence. Champion. Avoir quelqu'un comme ça tous les jours à l'entraînement, c'est juste incroyable, non ? Ou c'est plutôt fatigant des fois. Non, c'est sûr que ça nous tire tous vers l'avant. Après, justement, il y a d'autres moments aussi. Bon, ouais, j'aimerais bien pouvoir skier comme ça aussi. C'est sûr que je pense que Loïc, c'est vraiment au niveau de la constance, c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à montrer. En toute sincérité, je ne sais pas si pendant ma carrière, j'ai déjà été plus rapide que lui un jour à l'entraînement. Donc, c'est sûr que c'est assez impressionnant à voir. Et c'est vrai que ça nous tire vraiment vers l'avant. En tout cas, on sait tout de suite où la barre se situe. C'est ça qui est intéressant dans cette équipe, c'est d'avoir vraiment ce groupe et avec maintenant un leader clairement défini. Ce n'était pas forcément toujours le cas par le passé, mais là, il y a ce leader et pouvoir s'accrocher à lui. Ça vous aide aussi du côté de l'entraînement, du côté des entraîneurs, peut-être Mathéo, d'avoir quelqu'un, une base. On sait que si les autres vont aussi vite que Loïc Meillard, ils sont capables d'aller jouer tout devant.
Absolument, c'était toujours été un peu notre esprit de quand eux ils étaient jeunes, on allait chercher d'autres skieurs plus vite pour pousser les entraînements ou pour aller chercher quelque chose. Maintenant, on l'a dans le team. Et c'est bien d'avoir lui, certainement, comme l'a dit Daniel, c'est un qui pousse toujours à l'entraînement, mais surtout la discipline de l'entraînement. Ça mène pour quelques jeunes qui arrivent maintenant à voir, je pense, notre entraînement, et ils peuvent que apprendre, mais pas seulement de lui, ça, que sur Daniel, sur tout le monde. Ils sont tous très disciplinés. Et voilà, j'espère qu'il arrive des jeunes qui peuvent un petit peu apprendre ça. C'est peut-être l'occasion d'ouvrir cette porte du futur du slalom helvétique. On sait que c'est très compliqué. On a vu Mathias Itten qui est arrivé cette année. Il est plus tout jeune non plus, évidemment. Derrière, on a vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre les résultats de Giuliano Fuchs, d'Emery Canard aujourd'hui au championnat du monde junior. Il disputait le combiné. Giuliano Fuchs qui est passé tout près du podium. Emery Canard qui a réussi le 3e temps du slalom de ce combiné à Narvik. Il y a du monde qui arrive, mais ça prend du temps. Oui, alors après ça c'est pas trop mon domaine, je dirais. Moi j'essaie plutôt de me concentrer sur ce que j'ai à faire moi-même. Je dirais que j'ai déjà pas mal de pain sur la planche. Mais tu as aussi envie de transmettre quand même quelque chose avant d'arrêter, on va dire. Oui, bien sûr, je pense que si ce serait quelque chose de sympa. Mais après, d'un autre côté, je crois que c'est un entraîneur italien qui a dit cette phrase. Il y a pas d'athlètes qui sont jeunes ou vieux. Il y a des athlètes qui sont vite ou lents. Et je pense que des fois, c'est peut-être à mon avis, des fois, c'est un peu le défaut qu'on a en Suisse, c'est de se dire il faut faire ces gammes ou X ou Y. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. En tout cas, déjà mes souvenirs, j'ai l'impression que quand nous on arrivait, on n'avait pas forcément. Évidemment, on avait un certain respect pour les vieux, mais dans notre tête, c'était il n'y a pas de raison qu'ils soient plus vite que moi. Et vraiment, je pense que si on regarde tous ceux qui sont devant en Coupe du Monde actuellement, ils n'ont pas attendu, entre guillemets, que des vieux ou autres leur laissent la place. Ils ont joué des coudes tout de suite. Je pense qu'un bon exemple, c'est un Lucas Braten. Il a gagné à Solden, je crois que c'était en 2020. Il devait avoir... 20 ans, où il allait sur les 21 ans. Donc vraiment, si on se rappelle aussi, un Henrik Kristoffersen a déjà, en 2014, il fait déjà une médaille olympique. Tout juste, justement, il allait, je pense, aussi sur ses 20 ans. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de se dire « Ah oui, ça prend du temps ou X ou Y ». Pour moi, des fois, il faut juste pas trop se poser de questions et foncer. C'est un problème générationnel de talent aussi. Peut-être qu'on a un petit peu moins de talent en ce moment. Daniel il a touché un argument. Je veux dire, c'était vite ou pas. C'est aussi cet esprit d'aller au combat. Pas trop te faire des plans, trop te faire... je pense que là, maintenant, beaucoup, ils pensent qu'il faut tout faire comme ça. Et ils perdent beaucoup d'énergie et de temps sur la technique ou sur des détails qui ne sont pas très importants. Mais la FLA, c'est un sport que moi je dis toujours, à notre sport, il n'y a rien d'écrit. Il y a un point A, un point B. Nous, on doit être le plus vite possible du point A au point B. On a un départ, on est arrivé. Il y a des parcours différents aussi qui existent. Ça, c'est la seule règle qui est fixe. Tout ce que tu fais au milieu... On l'a vu, vous avez des parcours différents entre les différents athlètes. Daniel, il a gagné des courses... que si tu vois les photos à la porte, ça n'a rien de pas regarder. Oui, non, c'est pas du grand art. C'est pas du grand ski, mais il a gagné des courses comme ça. On a un champion olympique aussi. Je sais pas s'il nous écoute. Def aussi, il n'était pas... Des fois, on avait des photos, mais lui, il a été énorme, je veux dire. Il a gagné les Jeux olympiques. Ça veut dire qu'il faut être vite, des fois. Et je pense que c'est ça qu'on doit mettre un peu chez les jeunes, changer un peu le mindset. Pas trop se faire des questions, pas trop se faire des plans, des théories. Mais en fait, il faut se mettre au combat. Je pense que Fragno, c'est un bon exemple. En vitesse, on parle toujours il faut de l'expérience en vitesse, Fragno, première saison de Coupe du Monde, c'est déjà un podium. Plus ou moins, il arrive sur des nouvelles pistes et il joue pour la gagne. Et donc, aussi parce qu'il réfléchit pas trop, justement. Il a qu'une chose en tête, c'est d'aller vite, comme le dit Matteo, c'est d'aller vite du haut en bas. Il y a pas trop besoin de réfléchir. Je pense que c'est une des choses que moi je me plais à dire, c'est ce que j'aime dans le ski au final, c'est que le chrono il ment pas. On a même, je pense, un autre très bon exemple, c'est Marco Odermatt.
sa technique de ski, il n'y a personne qui l'a réfléchi, ou en tout cas, si on regarde dans un livre de comment skier. Non, c'est pas forcément à montrer dans les écoles, en effet. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est dit je vais enseigner à quelqu'un de skier de cette manière. C'est juste lui-même, je pense, avec son corps, qui a trouvé les solutions. Il s'est dit, mais si je fais comme ça va plus vite. Et à force de le faire, il a développé une technique qui est la plus rapide au monde. En tout cas, on espère que des jeunes vont nous écouter, nous entendre et pourquoi pas réussir à avoir ce flow et puis pas trop réfléchir parfois, juste à essayer d'aller vite, quoi. On a aussi l'exemple de Tanguy aussi qui est arrivé un peu des US. Qui a un parcours complètement différent. Complètement différent pour dire c'est le dernier qui est arrivé un peu. Mais je pense qu'il est arrivé par rapport à ça. Il avait un autre mindset de tous les autres qui étaient autour. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'émission avec Loïc Chable. C'était il y a quelques jours parce qu'il évoquait aussi ce parcours. Et lui qui est parti aux États-Unis, ça a aussi un petit peu changé sa façon d'aborder les choses. Ancien slalomeur, Loïc Chable, qui devrait plutôt se tourner vers la vitesse. Maintenant, c'est plutôt là qu'il a performé. Daniel, 17 podiums, ça reste encore un record pour la Suisse. Ça risque de changer prochainement, on va dire, cette victoire. Voilà. J'espère que c'est moi qui le ferai changer, surtout. Mais on l'espère aussi, clairement. Ça, c'est sûr. Ça reste déjà quand même quelque chose d'assez fabuleux. Quelque chose que tu vas pouvoir aussi garder dans le futur. Quelque chose que tu n'aurais pas forcément imaginé atteindre. Oui, c'est sûr que je pense que si on repart il y a une quinzaine d'années en arrière, j'aurais jamais pensé atteindre tout ce que j'ai atteint en ski. Mais c'est quelque chose que je répète souvent pour en tout cas moi qui suis skieur encore actif, la course la plus importante c'est la suivante. Alors c'est sûr que j'ai déjà atteint de belles choses dans ma carrière, mais vraiment pour moi maintenant le focus c'est sur comment amener une belle performance au final à Afiel, et après assez rapidement le regard il sera tourné vers la saison prochaine, et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est sûr que c'est très bien d'avoir ça, tous ces succès en poche, et je pense qu'un jour ou l'autre, effectivement, le moment sera venu de me retourner, de regarder un petit peu en arrière tout ce que j'ai pu accomplir, mais pour l'instant, je dirais que vraiment le focus pour moi, il est plutôt sur les courses à venir et ce que j'ai encore envie de montrer. C'est cool, tu nous rassures avec cette envie pour le futur. Ne faut pas s'attendre non plus à un parcours à la Luca Erni qui a bifurqué vers le géant. On sait que tu t'entraînes passablement en géant, mais non. Non, malheureusement, je pense que ça, c'est un peu tard maintenant pour moi. J'aurais presque plus été pour partir sur la vitesse, mais on connaît la difficulté d'avoir des places de départ en Suisse. Peut-être qu'à une autre époque, j'aurais peut-être tenté ma chance dans les disciplines de technique, de vitesse, pardon. Parce que c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Mais je pense que voilà. Qui sait, en géant, peut-être qu'il y a encore des départs qui sont à l'horizon un jour, mais pour l'instant, mes priorités, elles sont vraiment clairement en slalom, d'essayer de retrouver mon niveau en slalom, je dirais. Retrouver ton niveau, il y a aussi d'autres personnes dans cette équipe qui doivent le retrouver. On pense à Ramon Sennheiser qui est pas loin, on pense à Marc Rochac qui est pas forcément non plus trop loin. Ça s'annonce comment le futur pour eux, Matteo? On sait qu'ils risquent de se faire un petit peu mettre de côté des cadres. Il faut que tu te battes pour réussir à les garder dans cette équipe. Je ne sais pas s'ils vont être dans l'équipe ou pas. Il y aura aussi d'autres personnes qui doivent... on a une commission de Swiss Ski. En tout cas, je pense que les deux ils veulent tout donner encore pour chercher de jouer la qualification pour les mondiaux à Crans-Montana. Et de mon côté, même s'ils ne sont pas dans l'équipe, je vais tout faire pour les aider. Et quand même, comme on a toujours fait. Moi, après les Jeux, je suis allé avec les deux à faire de l'entraînement parce que moi, j'y crois beaucoup, sincèrement. Et ça joue à rien du tout. On sait que ça suffit de faire une manche. Ça suffit, Lévi, tu accroches la manche, tu fais un top 10 et boum, la saison, il change. Le slalom, c'est comme ça. C'est toujours été ça. Daniel est à côté de moi et on a toujours dit les premières courses, ça fait le slalomeur de la saison parce que ça te donne la confiance, tu pars. C'est très, très important. Quand tu pars, que tu arrives quelque chose, après toute la saison, elle est plus difficile. Du coup, ils ont toutes les cartes. Ramon, il a encore gagné une manche cette année à Adelboden. Et il a fait voir à Crans-Montana encore son niveau. Et je pense que Marc aussi,
À l'entraînement, en tout cas, on le voit qu'il est dans le coup, il est super motivé, il a une énergie qui amène aussi dans le team elle est incroyable, Marc. Parce qu'avec tous les soucis qu'il a, les genoux, le dos, et c'est quand même un lutteur. On revient à la mentalité d'avant. Vous voyez, là, c'est fou. Là. Et on a besoin aussi d'eux. Mais ouais, même s'ils ne sont pas dans l'équipe, je ne sais pas encore, on ne peut rien dire là maintenant. Mais s'ils ne seront pas dans l'équipe, certainement, ils ont leur chance pour skier avec. Et des fois, et quand même jouer les cartes les premières courses. Ouais, Daniel, tu as envie aussi d'aller au bout avec cette équipe, avec ces gens avec qui tu étais depuis le début finalement. Oui, bien sûr. Après, je pense que de ceux qui étaient vraiment là tout au début, je pense qu'il reste que Luca, parce qu'après, si on pense à Justin, maintenant, évidemment, il est toujours là, mais il est en vitesse. Mais sinon, il y avait aussi des Marc Gini qui étaient un petit peu, et Marcus Vogel, qui étaient les vieux, disons, quand moi, je suis vraiment arrivé dans cette équipe de Coupe du Monde, mais c'est sûr. Je dirais c'est une grande chance qu'on a vraiment d'avoir cette équipe, cette belle ambiance. Mais au final, je pense que c'est ça des fois un peu le paradoxe du ski, c'est que on passe beaucoup de temps en équipe, mais au final, par exemple les succès de Loïc, pour nous, le reste de l'équipe, entre guillemets, bêtement dit, ça nous apporte rien. Donc c'est sûr qu'on partage beaucoup de moments ensemble, mais je dirais qu'après, ce qui se passe sur la piste, ou en tout cas en course, c'est quand même encore un petit monde à part. Et peu importe, je crois que ça c'est la beauté d'avoir fait tout ce parcours ensemble, c'est que peu importe ce qui arrive à l'avenir, je pense qu'on aura encore beaucoup de très bons moments ensemble, même en dehors des pistes, et je pense on se réjouit aussi tous de partager ces moments-là. S'il y a un moment qui vous vient à l'esprit de toutes ces années avec cette équipe, Matteo, on sait que ça fait, tu vas finir ta 10e année avec cette équipe de Suisse et plus de 40 podiums, etc. Il y a un moment qui te vient en tête? Il y en a plusieurs, hein, parce que comme j'ai dit, sa victoire à Delboden, c'était vraiment il nous a tous mis des émotions. Je me rappelle de fortes, ces incroyables images à l'arrivée, quoi. C'était fou ça. Après la victoire, les 2 derniers hivers aussi, je pense ce Alpine Combine de l'année passée, 1, 2, 3, là c'était énorme, avec même Marc qui avait fait la remontada en slalom. Champion du monde. Et après, c'est clair que champion olympique, la dernière course, là, je ne sais pas si c'est toujours les dernières courses qui sont plus. Tu sens les émotions plus proches. Et je dirais, oui, la première, c'est sa victoire à Delboden. Mais les Jeux olympiques, maintenant, le titre en slalom, c'est quand même. Pour une équipe formée par le slalom, c'est quelque chose. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Daniel, un souvenir peut-être en équipe, parce que sur le plan personnel, il y en a beaucoup. On a vu Madonna, on a vu Adelboden. Peut-être un souvenir en équipe qui te vient en tête? Ouais, je pense que j'en ai beaucoup, mais je dirais surtout qu'en fait, moi, les souvenirs en équipe que j'ai, ils sont au bord de la piste. Je crois qu'on a dans plusieurs de nos voyages. On veut connaître les secrets là maintenant, parce que on sait qu'il y a eu 2-3 apéros après les victoires, mais ouais, il y en a. Bon, c'est même pas forcément après les victoires mais non, vraiment, justement, moi je crois que c'est ça que j'apprécie le plus avec cette équipe, c'est que même au bord de la piste, on passe vraiment de très très bons moments. Allez, je vais encore vous montrer 2 images, peut-être, avec une pour toi. D'abord, Matteo, raconte-nous, c'est quand tu as reçu la médaille de chevalier de l'autonomie du Val d'Aoste, juste? Oui, bon, pour moi, c'est un honneur parce que pas tout le monde la reçoit. Je l'ai reçu avec Federica Brignone le même jour là. Magnifique. Et ce sont des personnes qui donnent quelque chose à la région du Val d'Aoste. Et ça me rend honneur d'avoir reçu ça. Ouais. Ouais, on sait que tu es très attaché à la Suisse, au Valais notamment, mais le Val d'Aoste, c'est ta maison et c'est un endroit auquel tu tiens particulièrement. Oui, je pense qu'on est très proche aux Valaisans. On a beaucoup de choses à partager. Il y a plein de Suisses qui viennent à Aoste et combien des Valdôtains qui viennent ici. On est très liés. Je trouve qu'il y a cette culture qui nous rend très proches. Du coup, je pense qu'un Valaisan, il peut comprendre l'attachement au territoire, non? Qu'on a
soit le Valaisan ici, ou soit le Val d'Autun là-bas, les traditions. Je pense si on regarde un peu en arrière et on met les choses ensemble, on est dans la même région. Rassure-nous, dans le futur, tu resteras entre le Valais et le Val d'Aoste, probablement, quoi qu'il arrive. Oui, je suis très attaché à les personnes surtout. C'est beau, c'est beau. Pour toi, Daniel, on a aussi sorti une photo de ton compte Instagram. Voilà, c'était le petit Daniel. L'époque où j'avais des cheveux. Voilà, on va pas regarder sous la casquette, mais c'était en effet bien chevelu. Si tu devais lui dire quelque chose à ce Daniel, je sais plus exactement quel âge il a sur cette photo, mais tu lui dirais quoi? Surtout de garder le plaisir à skier. Je pense vraiment... à mon avis, c'est une des chances que j'ai eues dans ma carrière. J'ai jamais vraiment rêvé d'être un skieur, si on peut dire ça comme ça. Jamais je me disais j'ai envie d'être un skieur en Coupe du Monde, je rêve de gagner Kitzbühel ou je rêve de gagner Adelboden ou ce genre de choses-là. Moi, c'était juste vraiment le plaisir de skier. Aussi, je pense qu'il faut le dire, le plaisir de la compétition. J'aime bien me mesurer aux autres. Et je pense que c'est vraiment, en fait, c'est sur ça que je dirais que j'ai bâti ma carrière. Et c'est pas vraiment sur des rêves de gagner ici ou là. Ça, c'est peut-être venu un petit peu plus tard. Donc vraiment, je lui dirais de continuer de s'amuser en fait sur les skis. Ouais, bah tu as réussi à le faire, j'ai l'impression, pendant toutes ces années. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que tu savais déjà qu'il fallait en profiter de ces moments, quoi. Non, je pense que ça, c'est aussi une des choses qu'on apprend sur le tard. Je dirais que le plus marquant pour moi, c'est peut-être au niveau de la condition physique. Je pense que les premières années, c'était vraiment, je veux pas dire un calvaire pour moi d'aller en salle de force, mais presque. Et maintenant, j'ai l'impression qu'après 1 ou 2 jours à la maison, je me dis mais j'ai bien envie d'aller faire ceci ou cela, et vraiment j'y prends du plaisir. Et en fait, je pense que c'est un peu l'avantage de l'expérience, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on apprend vraiment à apprécier ces choses et de se dire que j'ai de la chance déjà que le ski ce soit mon métier. Et puis après, si on prend l'exemple de nouveau de la condition physique, me dire de prendre soin de mon corps, de le préparer à skier, ça fait partie de mon travail. Et puis vraiment, c'est sûr qu'il y a des exercices qu'on aime moins que d'autres, mais de se dire en fait, j'ai vraiment la chance de pouvoir vivre de ma passion, et que ça fait partie de ça aussi. Donc on apprécie vraiment ces choses-là aussi. Bon, cette émission touche gentiment à sa fin. Messieurs, il restera une course de Coupe du Monde cette saison à Fiel. C'est quoi le programme d'ici là ? Un peu de repos, essayer de retrouver bien la forme pour repartir à l'entraînement, et essayer d'ajuster un petit peu les détails dont on a pu parler en début d'émission, pour moi en tout cas. C'est une piste qu'on avait découverte ou redécouverte l'année passée tout près de Lillehammer. Double victoire de Loïc Meillard, ce sera encore probablement l'un des tout grands favoris. Ton petit pronostic, Mathéo ? Loïc, il aime des pistes. Je pense que quand il arrive là, il sent la piste, il est dangereux. J'espère qu'il est dangereux aussi le week-end là. Le week-end, c'est pas un week-end, mais c'est sur les 2 jours de course. Nous, on ira à Trésil, pas loin à Fiel. Pour se préparer un peu avant. Tranquille là. On sera ensemble à Braten et Christophersen, du coup. On a un peu la référence et maintenir encore le niveau là et la tension haute. Et je pense qu'on va arriver prêt et on va jouer toutes les cartes pour faire des belles courses. On se réjouit de voir tout ça. Ce sera dans 2 semaines avec le géant le mardi, le slalom le mercredi. C'est juste magnifique. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'être venus. Avant de se quitter, une dernière chose, le fameux concours avec la question de la semaine. Messieurs, dames, quel est le slalomeur suisse avec le plus de podiums en Coupe du Monde ? On en a peut-être parlé durant l'émission. 3 choix, Daniel Yule, Loïc Meillard ou Paul Acola. Je vous laisse faire vos calculs. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures sur la neige. Ciao, ciao.
l'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valley. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.